Aujourd'hui, on va percer ensemble le secret de mes lectures 5 étoiles. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo que j'avais très hâte de vous faire, mais qui m'intimide un petit peu aussi puisqu'on va faire un audit, une review de toutes mes meilleures lectures des dernières années et voir un petit peu quels sont les tropes, les critères, les aspects qui ressortent le plus. Le but, percer le secret de ces lectures 5 étoiles et essayer de voir qu'est-ce qui pourrait m'en garantir à l'avenir, ce serait pas mal. Et j'ai eu l'idée de cette vidéo il y a plusieurs années, des fois il faut beaucoup de temps pour que ça mature, en regardant celle que Kayla de Books and Ala a faite, où elle faisait aussi l'audit de ses meilleures lectures et elle les catégorisait pour voir qu'est-ce que c'est qui ressortait le plus. Et c'est quelque chose que j'avais vraiment très envie de faire, et le but c'est vraiment d'avoir des catégories hyper précises pour les lectures, pas juste de la fantasy ou de la science-fiction. Non, non, on va y aller très précis. Et donc j'ai présélectionné déjà tous les livres dont je voulais vous parler, donc la majorité de mes meilleures lectures, mais aussi certains livres qui m'ont marqué. Donc on est d'entre du 4.5, 5 sur 5 pour tous les livres dont je vais vous parler. Et puis on va les regarder un à un, essayer de les catégoriser, de voir comment est-ce qu'ils pourraient aller ensemble. J'ai déjà quelques idées en tête de tropes que je sais qui fonctionnent vraiment bien pour moi, donc je pense que je vais commencer avec ça, puis on va voir. Ok, alors je vous ai installé là sur le grand écran. C'est pour ça que l'angle est un petit peu différent de quand je filme d'habitude. J'espère que ça va aller. Et on va y aller avec une trope que je sais déjà, que j'adore, et je suis sûre qu'il y a plusieurs livres qui rentrent dedans. C'est celle où il y a une femme qui est une scientifique d'un type ou un autre, si possible avec un élément de fantasy, et qu'on suit ses aventures, son carnet de bord et tout ça. Je pense que vous voyez très rapidement de quel livre je veux parler quand je parle de ça, mais c'est vraiment un livre, on va dire, où il y a un côté scientifique et où le personnage féminin sait ce qu'elle fait, elle est un peu une experte de son domaine. Je sais pas encore comment on va l'appeler, on va commencer par chercher les livres qui rentreraient dedans. Donc comme je vous disais, on a bien sûr Emily Wilde. Hop. Qu'est-ce que je mettrais d'autre? Empire of Shadows, donc Emily Wilde où elle étudie les fées. Empire of Shadows, c'est plus une archéologue, et il y a une toute petite goutte de surnaturel, on pourrait dire. Je pense que je mettrais aussi une histoire naturelle de dragons, que j'adore dans cette catégorie, donc où on suit une femme qui étudie les dragons. Il est là. Est-ce que j'y mettrais pas les Veronica Speedwell également? Je sais qu'il n'y a pas de fantaisie, mais quand même le côté, c'est une scientifique qui étudie les papillons lépidoptéristes, c'est quand même très présent. Il y a aussi le côté enquête, il y a le côté romance, mais j'aime sa personnalité à Veronica, et je pense qu'en termes de personnalité et d'esprit d'analyse scientifique, elle se rapproche plus de Emily Wilde et tout ce beau monde. Et récemment, j'ai un autre livre, je me souviens plus si j'ai pensé à le mettre ou pas parce que je l'ai fini il y a pas longtemps, que j'ai lu et qui pourrait vraiment bien aller dans cette catégorie. Donc attendez que je le cherche. Je l'ai oublié, je suis sûre que je l'ai oublié. Je l'ajoute. Donc il s'agit de The Geomagician, qui était un des livres que j'avais tiré dans mon bocal des lectures sur Instagram. Et vraiment, ça a été une très bonne surprise. J'étais pas trop sûre au début, mais j'ai trouvé qu'il abordait beaucoup plus de thèmes que ce à quoi je m'attendais, on va dire. Là, on suit une jeune femme qui est paléontologue et qui va trouver un œuf de ptérodactyle qui va éclore. Donc on est, je pense, au 19e siècle ou alors tout début 20e, place des femmes très discutable, bien entendu, et tout ça. Donc c'était vraiment intéressant aussi. Il y a tout un aspect magique auquel je m'attendais pas, qui est discuté et qui sert d'appui un peu pour discuter des inégalités sociales et tout. Et vraiment, ça a été une très belle découverte. Je pense vraiment qu'il va être traduit en français. C'est pas encore le cas, mais je le sens. Je le sens. Comment est-ce qu'on l'appelle cette catégorie maintenant? Est-ce que journal d'une scientifique? Je pense que ça correspond pas mal pour les trois, même si peut-être Geomagician est moins journal, on suit quand même son point de vue à elle. On va mettre ça. Journal. Vraiment, j'aime tellement. Première catégorie, de fait. Maintenant, une autre qui me viendrait en tête, et je pense que vous n'allez pas être surprise, c'est le Female Rage. Récemment, je me suis découvert une passion pour ça, et je pense qu'il y a pas mal de livres qui rentreraient là-dedans dans mon top des dernières années, à commencer par un livre que j'ai lu en janvier, Girl Dinner.
Je pense qu'on va appeler cette catégorie Female Rage, tout simplement. Ou peut-être le monde l'a bien cherché, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que je vais mettre d'autre? Blood over Bright Heaven, que j'ai adoré. Donc, Girl Dinner, c'est un peu une satire horrifique féministe qui a été très critiquée, comme beaucoup de livres d'Olivia Blake, mais que personnellement, j'ai adoré. Et où on suit à la fois une assistante professeure qui retourne travailler après avoir eu un enfant, et une nouvelle élève qui veut rentrer dans une sororité. Il y a des petites histoires de cannibalisme aussi là-dedans. Blood over Bright Heaven, là on est beaucoup plus dans un univers fantasy, un petit peu dark academia, et j'ai trouvé le personnage féminin, les thématiques abordées, génial. Le premier chapitre m'a déjà mis les larmes aux yeux. C'est peut-être pas quelque chose qui vient révolutionner les propos qu'on peut retrouver dans la fantasy sur la dénonciation de la discrimination, du racisme, du sexisme et tout ça, mais j'ai trop aimé la manière dont c'était fait. Vous allez voir d'ailleurs qu'il y a plusieurs auteurs-autrices qui vont revenir dans mon classement. J'ai essayé de pas mettre trop de suites de séries quand même, mais il y en a, j'avais pas le choix de les mettre plusieurs fois. Ok, on continue avec ça. The Poet X de Elisabeth Acevedo, mon livre préféré d'elle. Un de mes livres préférés, je pense, ever. Aussi, donc un roman contemporain en vers libre sur une jeune femme et les difficultés qu'elle traverse à différents niveaux, mais c'est écrit tellement bien, c'est incroyable, incroyable. I bet you'll look good in a coffin, sur une femme qui tue les hommes. Franchement, je sais que moralement, je devrais être contre ça, mais dans les livres, ça m'éclate. Il le mérite tellement en même temps. Il le mérite, que voulez-vous que je vous dise? Et donc, c'est l'histoire de Kitty Collins, qui s'en prend aux hommes qui ont agressé des femmes. En gros, qui nous raconte un petit peu ça, qu'il le vit très bien, la culpabilité ne la travaille pas trop. Eux n'existent que en anglais. Par contre, pour l'instant, il y a 2 tomes de sortie et le 3e s'en vient, et je l'ai déjà pré-réservé à la bibliothèque. Il y en a un autre, attendez, qui était tellement Female Rage. Lui, je l'ai oublié, tiens. My Imaginary Mary, je vais le mettre avec les journaux d'une scientifique, parce que c'est une réécriture un petit peu fantasy. Il y a des éléments de surnaturel de Mary Shelley. Je me suis régalée. Trop bien. Vraiment, si vous avez des recommandations, en fait, pour toutes les catégories qu'on va faire ensemble, j'imagine, mais alors ça là en particulier, c'est mon top du top, je pense. Ok, je reviens à mon Female Rage, voilà. Je cherchais Iron Widow. Pareil, une lecture que j'ai adorée, et c'est la rage qui motive le personnage principal. La rage, l'envie de vengeance, de faire payer les autres. C'était très bien, c'était très bien. Et là, on est beaucoup plus dans un univers de science-fiction, par contre. Est-ce que j'en ai d'autres? Magic Lesson. Le Female Rage. Pas à grande échelle, on va dire, comme dans Blood over Bright Heaven ou Iron Widow, mais il est définitivement là. Et j'ai adoré ce livre. On l'a lu ensemble, ou à peu près au moment, il me semble, avec Mamaki de la chaîne Sous le ciel, et elle aussi l'a adoré. Et c'était l'histoire de la première femme de la famille Owens, donc on connaît de Practical Magic, Les Ensorceleuses, un film que j'adore et qui va avoir une suite cette année. Et donc là, vraiment, on remonte dans le temps, à l'époque de la première femme de la lignée, celle qui a lancé la fameuse malédiction qui fait que toutes les femmes Owen vont perdre l'homme qu'elles aiment. Vraiment, c'était super. Ok, alors ça, on a dit... Franchement, j'ai envie de l'appeler They Had It Coming. Donc, en gros, ils l'ont bien cherché. Mais, non, quand même, on va mettre Female Rage parce que c'est pas juste des histoires de vengeance, c'est des histoires de vengeance de femmes. Ok, c'est pas mal. On continue, qu'est-ce que j'avais mis? Je vais remonter au premier livre. Yellowface. Yellowface, je pense que ça pourrait être plusieurs catégories. Il y a un aspect que j'aime bien dans les livres qui est un peu une narration inhabituelle, on va dire, ou mix média, quand il y a plusieurs choses et tout. Celui-là rentrait bien là-dedans. Il pourrait rentrer aussi dans une catégorie livres à propos des livres, ce que j'aime vraiment beaucoup. Mais je me demande si je ferais pas plutôt une catégorie Unhinged Narrator, genre où le narrateur, enfin plutôt la narratrice, est un personnage féminin qui n'est pas nécessairement dans les modèles habituels de personnages féminins, qui a une moralité douteuse ou un plus ou moins grain de folie. On va regarder s'il y en a d'autres qui pourraient aller avec ça, mais je pense que ça pourrait être pas mal. Comfort Me with Apples, le premier livre d'horreur que j'ai aimé, qui est une réécriture
de Blanche-Neige, mais aussi d'autres choses que je peux pas vraiment dire sans spoiler. Et je m'étais régalée de lire ce livre, mais la protagoniste, c'était un peu le bazar dans sa tête. Oh, ça me fait penser à une autre personne chez qui c'était le bazar dans la tête. La narratrice de C'était notre maison, en tout cas la narratrice principale. Encore de l'horreur. Peut-être qu'en fait c'est ça l'horreur que j'aime, c'est l'horreur où les femmes vont pas bien. Celui-là, je vous en ai déjà vraiment parlé dans un vlog dédié, donc je vais pas m'étaler dessus, mais le personnage qu'on suit principalement, on se pose la question à un moment, est-ce que ce qui lui arrive vraiment, ou est-ce qu'elle a un problème de santé mentale, qu'elle a des hallucinations et tout ça? Ce que je trouve vraiment intéressant comme question à se poser. Ça me fait penser à un autre livre dont je vous ai aussi parlé énormément. Est-ce que je l'ai mis? Oui, là. The Husbands de Holly Grammadio. Oh, je l'ai trop aimé. Plus j'y pensais, ce livre-là, en fait, plus je l'aimais. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui, à un moment, va avoir un homme qui débarque chez elle, alors qu'elle était célibataire. Et elle va se rendre compte qu'à chaque fois qu'elle envoie cet homme au grenier, c'est un autre qui redescend. Et donc elle va vivre plein de relations comme ça, certaines bonnes, certaines moins bonnes. Mais c'est toujours très distrayant. Et j'ai aimé le ton du livre, j'ai aimé suivre une héroïne voilà, qui va pas forcément très bien dans sa tête tout le temps et qui prend pas nécessairement les décisions les plus morales. Je pense que c'est ça au final. Les narratrices un petit peu amorales, immorales, ou tu te poses des questions sur leur santé mentale. Faut que je réfléchisse à un titre. Est-ce que j'ai d'autres livres que je pourrais mettre là-dedans? Oh oui, voilà. Celui qui ment le premier. Un thriller que j'ai beaucoup aimé, où on suit une jeune femme dans une relation qui n'est pas du tout qui elle prétend être. Alors elle est peut-être pas unhinged, mais le côté on sait pas vraiment qui elle est et tout, ça me rappelle un peu cette vibe-là quand même. Et si on parle de protagoniste immorale, amorale, le livre de la nuit de Holly Black, où Charlie prend vraiment pas les meilleures décisions, c'est une voleuse, mais je l'adore, c'est un de mes personnages préférés. Et c'est un des livres les moins aimés de Holly Black. C'est de l'urban fantasy dans un monde où les ombres ont un pouvoir, où tu peux les utiliser, souvent pour commettre des crimes. Et il y a un côté un petit peu enquête aussi, mais c'est surtout Charlie qui essaye de pas mourir et qui se fout toujours dans des situations pas possibles. Bon, comment on appelle ça maintenant? Problematic narrator, unhinged. Non, j'aime pas c'est trop. Il y a trop une connotation péjorative envers les femmes avec unhinged. Mais il faut quand même que je trouve quelque chose. Et qu'il soit assez différent de female rage. Mais je vois vraiment une différence, moi. Peut-être juste unreliable, mais comment je dis ça en français? Narratrice non fiable. J'essaye de vous faire des titres en français quand même. Et je précise narratrice parce que, comme vous le voyez, c'est que des livres du point de vue d'un personnage féminin. Et en même temps, je pense que de façon globale, c'est rare que je lise des livres d'un point de vue masculin. Il va y en avoir quelques-uns, je pense, en fantasy, mais la plupart, voilà, je préfère. Je vais continuer à suivre la liste depuis le bas pour pas me perdre. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ouh, un psaume pour les recyclés sauvages. Ok, là on a le côté vraiment très doudou, pseudo-philosophique, l'importance de la nature. Il pourrait y avoir plein d'aspects qui ressortent avec celui-là. Je pense que je suis obligée de mettre l'autre Becky Chambers avec lui. Donc toute sa série Les Voyageurs, qui est aussi du solar punk, donc de la science-fiction, mais plus positive, on est vraiment plus dans des tranches de vie et tout. Et en particulier, je pense que de toute la série, Archives de l'Exode est mon préféré. Mais je les aime tous. J'aime tout ce que fait Becky Chambers, de toute façon, vous le savez. Mais qu'est-ce que c'est cette catégorie? On va essayer de chercher peut-être des trucs feel good ou nature. J'ai envie de mettre Le Seigneur des Anneaux. Parce que pour moi, c'est très feel good. Et je trouve que comme dans les autres, oui, là, il y a plus d'aventure, mais ce qui est mis en avant, c'est les relations entre les personnages, un petit peu. Et donc, ouais, je pense qu'on s'oriente plus vers le côté relationnel, importance des liens et nature. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Oh, Anne de Green Gables. Je sais que c'est pas de la science-fiction ni de la fantasy, mais en termes de nature et de lien entre les personnages, on est quand même bien, je trouve. Et ça me fait penser aussi à La maison au milieu de la mer céruléenne. Pareil, parce que c'est un côté très cocooning nature, avec la maison isolée au bord de l'océan et tout. Mais ce que tu retiens du livre, c'est l'amour du found family et tout ça.
Je sais pas trop ce que ça va être cette catégorie, honnêtement. Je ne suis pas sûre. Est-ce que j'y mettrais pas Project Hail Mary? C'est moyennement un spoiler parce que je trouve qu'ils l'ont beaucoup mis en avant dans le film. Et on est plus sur du scientifique peut-être que les autres. Mais encore une fois, la force du livre pour moi, c'est à la fois le message un petit peu d'espoir qui nous est donné à l'humanité et une certaine relation qui est hyper émouvante. Je sais pas, cette catégorie, je suis moins sûre, mais ça me fait du sens dans mon cœur. Parce que quand je pense à toutes les relations, je suis comme oh. Mais comment je l'appelle? Un mot général qui pourrait englober tous les types de relations, même si là je vois plus comme des liens d'amitié ou de fun family. Il y a l'aspect nature. J'ai envie de mettre quand même aventure, parce qu'il y a cet aspect-là, aventure et... Attendez, aventure, nature... Il me faudra un autre lien fort. Si vous avez des suggestions de titres, allez-y dans les commentaires, parce que je suis pas convaincue. J'aime ces livres-là ensemble, mais le titre reste à travailler. Ouf, Beach Read. Oh, donc une catégorie romance. Je pense, je vous le dis, qu'il va falloir plusieurs sous-catégories en romance, parce que j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup et j'ai pas envie de toutes les mettre en même temps. Ou, je suis en train de réfléchir, est-ce que ça irait pas plus dans une catégorie de livres sur les livres? Parce que je pense que ça aussi, j'en ai beaucoup. Et ce qui m'a plu notamment dans ce Emily Henry, c'est le fait qu'on parle de l'univers des livres. Bon, j'ai aimé la romance aussi, mais quand même. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai La mer sans étoiles, qui était juste à côté. Une de mes meilleures lectures de ma vie aussi. Qui est un livre sur les livres, mais en même temps, c'est un livre aussi où tu voyages dans un autre monde grâce aux livres. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est les livres Portal Fantasy. Donc, où tu es dans un univers, souvent le nôtre, et où tu vas vers un autre. Ça, je suis très fan. Et je pense que ça pourrait être une catégorie à part. Ou est-ce que je regroupe les deux en comme une histoire dans l'histoire, quelque chose comme ça? On va voir combien il y en a, et on va réfléchir. Daughter of Smoke and Bones, je vais le mettre là-dedans. Mais là, pour le coup, on est vraiment plus dans le Portal Fantasy que un rapport direct avec les livres. Long Live Evolved pourrait aller là, mais j'ai envie de faire une autre catégorie. Peut-être que vous me voyez venir. Sorcery of Thorns, par contre, lui, c'est un livre où il y a des livres magiques dedans. Donc il irait bien avec Beach Read et La mer sans étoiles à ce niveau-là, je trouve. Que j'ai d'autres livres en rapport. Techniquement, la bibliographie d'Agatha Christie, c'est un livre où elle parle de son processus de création des Hercule Poirot et tout ça. Donc, ça se tient pour moi. Ça se tient. Ma meilleure lecture de 2026, qui a aussi un livre magique dedans. Oh, il pourrait aussi aller peut-être dans une catégorie réécriture, mais je vais le mettre avec les livres qui parlent de livres. Et du coup, je pense qu'on va faire une catégorie différente pour le Portal Fantasy, parce que j'ai déjà beaucoup de livres sur les livres. On va continuer à chercher quand même. Je sais que j'ai... Ah, voilà. The 10,000 Doors of January. Un de mes Alix E. Harrow préférés. Je suis très fan de cette autrice. Elle m'a jamais déçue jusqu'à maintenant, franchement. Je suis bête. Celui que je vous ai montré juste avant, The Everlasting, c'est aussi un livre d'elle. Et je pense que j'en ai mis encore un autre. Vraiment, je suis trop fan, donc voilà. Et justement, dans ce livre-là, January va aussi passer dans d'autres mondes. J'arrive plus à me souvenir si c'est à travers des livres ou pas. Et on n'est pas vraiment dans notre univers, on a une autre époque et tout, mais il y a quand même ce côté très Portal Fantasy. Et ça me fait penser à une autre série que je lis assidûment. C'est Les Enfants Indociles, donc de Shannon Maguire. Le premier tome, c'est Les Portes Perdues, où on a des enfants qui vont dans une école spéciale, parce qu'en fait, tous ont vécu une aventure à la Narnia. Ils se sont retrouvés projetés dans un univers fantasy, et puis ils ont été ramenés dans notre monde, et pour la plupart, ils le vivent très mal, et ils veulent retourner dans leur monde fantasy. Donc dans chaque livre, tu suis l'aventure d'un enfant différent, en gros. J'aime beaucoup cette série. Et il y a tellement d'univers différents qu'on découvre, c'est hyper intéressant. Est-ce que j'en ai d'autres maintenant? Oh, le meilleur d'entre tous!
les Pierre Bottero, en particulier la quête des Whelan, bien sûr, d'un monde à l'autre. Littéralement. Je pense que ça va être le titre de la catégorie, écoutez. C'est trop parfait. Ouais, ça va être ça. Parce que c'est le premier que j'ai lu, et c'est toujours une de mes séries préférées de tous les temps. Je vous en parle bien assez, je le sais, mais je vais appeler la catégorie tout de suite. Mais du coup, en y réfléchissant, je pense que La Mer sans étoiles, je vais le mettre dans ça, parce qu'il y a quand même... Oui, il y a l'amour des histoires et des livres, mais le côté aller dans un autre monde est très présent. Mais il pourrait aller dans les deux catégories, sans problème. Je pense que ça fait le tour... Oh, non. Watermoon, aussi. J'ai peut-être mis une moins bonne note à ce livre-là, mais j'ai été hyper transportée par l'univers et l'écriture de l'autrice, et cet aspect-là, vraiment, je pense qu'à ce niveau-là, c'est une de mes autrices préférées en termes de comment elle crée ses univers fantasy, c'est hyper imaginatif. Il y a par exemple toute une histoire sur certains types de tatouages à l'encre, sur la calligraphie, sur les origamis, et c'était incroyable. L'univers était incroyable. Ok, là je pense que par contre, on a tout, et donc j'ai cette catégorie... livres sur les livres. On va l'appeler comme ça pour l'instant. Mais ça aussi, je suis pas surprise, on va dire, de l'avoir comme catégorie, parce que je sais que j'aime ça. Je sais pas s'il y a des catégories qui vont me surprendre, en fait, mais j'aime l'idée d'avoir tout organisé. Ouh, ça là, je l'attendais. Seule la mort attend la vilaine va ouvrir le bal pour une autre catégorie que... j'ai découvert très récemment, que j'adorais, et c'est quand tu es dans la peau de la méchante de l'histoire. Et encore une fois, on est vraiment sur les personnages féminins, mais il y a Longue vie au mal, très underrated. Si je faisais une vidéo sur les parutions françaises qui méritent plus de visibilité, il en ferait partie. J'ai adoré. Donc une jeune fille qui... Bon, c'est assez triste. Elle atteint d'un cancer, et c'est quasi sûr qu'elle va mourir. Et à un moment, il y a une personne qui apparaît qui lui dit « Tu as une chance de vivre si tu vas dans... cet univers-là, qui est un univers tiré de livres, qu'on retrouve les livres encore, qui est un univers tiré de livres, et si elle arrive, je pense, à cueillir une fleur spéciale, ou une potion spéciale ou quoi. Et elle dit, bon ben ok, sauf que ce qu'elle avait pas prévu, c'est qu'elle se retrouve dans la peau de la méchante que tout le monde veut tuer. Et en étant dans le livre, elle se rend compte que ce qu'elle pensait savoir de la série, c'est peut-être pas tout à fait exact. Et je trouve que c'est fascinant à tellement de niveaux, et la suite sort, il me semble, à l'automne, et j'ai trop hâte. Et je vous ai pas dit pour Seule la mort attend la vilaine, mais parce que je vous en parle tellement. D'ailleurs, petite parenthèse, mais j'ai terminé le tome 8 hier. Je pense que c'est mon préféré de la série, avec le premier qui m'a fait découvrir l'univers, mais ce qui se passe là-dedans... Oh! Qu'est-ce que je peux dire sans vous spoiler? On en arrive à un moment décisif, on en arrive à la fête de la majorité du personnage de Pénélope, donc notre héroïne qui est la méchante. Et c'est le jour où tout est censé basculer normalement dans le scénario du jeu, donc les tensions montent. Elle est un peu désespérée, elle découvre de nouvelles choses qui lui étaient cachées, et la fin, elle nous fait souffrir, il, je sais même pas. La personne qui écrit ces histoires nous fait tellement souffrir, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Adoré. Franchement, ce livre pourrait être dans mon top de l'année. Cette série, je suis accro complètement. Complètement. Ok, je reviens à ma liste parce que je pense qu'il y en a d'autres qui iraient dans ça. Je cherche... Voilà. How to Become the Dark Lord and Die Trying, qui, encore une fois, suit une jeune femme, plus si jeune que ça parce qu'elle en est à sa 1000e et quelques réincarnation, dans la peau de l'héroïne d'une histoire fantasy. Elle sait pas trop pourquoi elle est là, on sait qu'elle vient de Terre, mais on sait pas comment elle a été transportée dans cet univers-là. Et à force de toujours perdre en tant qu'héroïne, un jour elle va se dire, ben maintenant, ça suffit, je vais devenir le Dark Lord, donc le grand méchant de l'histoire. Et on la suit là-dedans. J'ai adoré le premier tome, voilà pourquoi il est là, vraiment je me suis régalée. Et le deuxième, je sais pas pourquoi, j'ai pas accroché. Mais le premier mérite sa place ici, vraiment. Et bien sûr, Assistant to the Villain, une série que j'aime beaucoup. Combien de tomes qui sont sortis maintenant? 3? Oui, j'ai lu les 3. Et je me régale vraiment, c'est un des rares livres BookTok que j'apprécie. On a Evie qui est une jeune fille qui cherche désespérément du travail et qui va se retrouver à devenir l'assistante du méchant. Et ce que je trouve vraiment fun, et pourquoi elle mérite sa place dans sa catégorie, c'est que Evie elle-même, au fur et à mesure que le temps passe, elle commence à garder sa personnalité hyper sunshine, bright, happy, mais aussi
il y a d'autres aspects d'elle qui se révèlent. Donc, on va l'appeler dans la peau de la vilaine. J'aime pas ce mot. Ça sonne mieux en anglais, hein. Mais méchante, ça va pas non plus. Enfin, je sais pas, il y en a aucun qui va parfaitement. Donc on va mettre ça. Je suis ouverte à toutes les suggestions de renommage des catégories. Et on en a déjà fait 7. Ouh, une autre qui promet. Parce que bien sûr, il fallait que j'ai une catégorie sur les fées. C'était obligé, là vous me connaissez, je suis trop fan. Et je pense que Emily Wilde aurait pu rentrer dans ça aussi, mais il est déjà ailleurs, donc on va s'occuper des autres. The Witch Would Not, que j'ai lu en octobre dernier, dont je vous parle dans mon vlog sur la Crète. Une slight romantasy, ou plutôt une fantasy avec de la romance, où on est dans un manoir hyper sombre, époque régence ou victorienne, et où il y a une malédiction placée sur une famille par des fées. C'était trop bien. C'était trop bien, et j'attends la suite. Ouh, la fileuse d'argent va aller là-dedans aussi, parce que dans ce livre, les fées, ce sont des fées un peu de glace, et elles ne sont pas tendres du tout. Peut-être essayer d'allumer la lumière, moi. J'ai quand même envie de remettre Emily Wilde. Est-ce que vous m'accordez une exception? Un seul livre que j'ai le droit de mettre 2 fois. Et c'est Emily Wilde. C'est trop parfait, il faut que je le mette là aussi. C'est ça, il y a trop de trucs que j'aime, c'est pour ça que c'est une de mes séries préférées en même temps. Et on devrait avoir autre chose... Tac, tac. Ouais. Le Prince Cruel, bien entendu. Celui qui m'a lancé dans cet amour des représentations de fées un peu plus sombres et cruelles. Et je vais l'appeler Dark Side of Fairy, donc la face sombre des fées. Oh, j'adore ça. Ouh, le nom du vent. Donc là, on part vraiment sur de la fantasy épique, mais ce que j'avais aimé en particulier dans le nom du vent, au-delà de l'univers que je trouve hyper intéressant, c'était le côté narration, vu que c'est quote le héros qui nous raconte ce qui lui est arrivé et c'est censé durer 3 jours et pendant les 3 jours il raconte toute sa vie. J'aimais vraiment comment c'était raconté et il y a un autre livre qui a un peu le même procédé et c'est Le Fléau des Rois, donc la série Cœur de Dragon dont je vous ai aussi parlé énormément, qui est parfaite pour justement les fans de Game of Thrones et du Nom du Vent, si vous voulez la fantasy écrite par une femme et avec des personnages queer. Je recommande au cas où vous n'auriez pas compris. Donc ces deux-là, ils ont vraiment un type de narration assez particulier, mais est-ce que ça suffit pour faire une catégorie? Qu'est-ce que je pourrais mettre? Est-ce que La Voix des Rois, j'ai l'impression que je pourrais le mettre là-dedans aussi, honnêtement, parce que il y a une narration assez particulière de par tous les points de vue qu'on suit, mais aussi parce qu'il y a des espèces de visions du passé, il y a des extraits de journaux. On a un peu ce côté, le héros qui raconte sa propre histoire, qui revient, et ça me fait penser à un autre livre aussi, où il me semble que c'est le cas, Les Oiseaux du Temps, que j'avais trouvé hyper original, qui pourrait peut-être aller dans une catégorie aussi time travel, mais je sais pas si j'en aurais assez, ou jeu autour du temps, je sais pas. Mais je me dis que pour ça pourrait être intéressant. Et qu'est-ce que je vous ai dit? J'aimais bien comment je l'ai dit tout à l'heure. Le héros raconte sa propre histoire. Je pense que c'était ça. Le narrateur raconte... Je sais que dit comme ça, on pourrait le comprendre autrement, mais vous voyez ce que je veux dire. Là aussi, il y a un côté un petit peu journal de bord, peut-être. Je suis pas non plus 100% sûre pour cette catégorie-là. On va voir quand on aura fait le tour. Oh, La Voix éternelle. Oh yeah! La Voix éternelle, ça pourrait aller dans une catégorie compétition, ça. Ça pourrait aussi aller dans une narration particulière par certains aspects, mais c'est pas tout le livre qui est concerné. Je l'ai adoré. Lui aussi, je vous en ai parlé longuement en vlog et c'est une de mes meilleures lectures de l'année. Et j'ai vu hier ou avant-hier que la suite sortait en 2027. J'aime beaucoup les livres avec des compétitions, vraiment. Maintenant, est-ce que... Ouf! Il y en a un que bien évidemment je dois mettre, je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire. Dungeon Crawler Carl, bien entendu. Bien entendu, hop. La compétition y est extrêmement mortelle. Ça pourrait être le nom, et je vois juste au-dessus Hunger Games.
Ouais, je pense que ça va être compétition mortelle. Parce que dans The Raven Scholar, enfin la voix éternelle, ils peuvent très bien mourir aussi. Faut que ce soit intéressant, hein. Ok, je vous fais pas l'affront de vous dire de quoi parle Hunger Games, hein. Qu'est-ce que j'ai dit? Compétition mortelle. J'aime beaucoup. Le prochain dont j'ai pas parlé, c'est Ace. Et je me rends compte que j'ai aussi Réjouissez-vous, deux non-fiction que j'ai beaucoup aimé, mais je sais pas comment je pourrais les regrouper ensemble parce que je pense que j'en ai mis une troisième aussi de non-fiction. Il n'y a pas de thématique directe qui les relie, mais j'ai presque envie de le mettre dans Female Rage. Parce que c'est des livres qui vont parler donc aussi comme Réjouissez-vous. Voilà, je vous le vends à toutes les sauces. Des livres qui vont parler de, oui, la sexualité féminine, mais aussi de la condition des femmes de façon plus globale dans les relations ou dans la vie. Et du coup, ça vient appuyer tout ce qu'on n'a pas, tout ce qu'on nous impose, tout ce qu'on nous inflige, et ça fout la rage. Donc je me dis que, ouais, ça, on va le mettre là. J'assume. Cela, j'en ai parlé. Le temps d'un été. Ok, là, on attaque vraiment les romances. Et comme je vous dis, je pense qu'il va y avoir des sous-catégories parce que j'en ai mis beaucoup. Donc Le temps d'un été de Abby Jiménez, que j'ai adoré. Et ce que j'aime avec Abby Jiménez, comme Emily Henry, c'est qu'elles vont aborder vraiment des thématiques très profondes et intéressantes dans leur romance, au-delà de juste l'aspect romance. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah ben juste à côté, j'ai Funny Story. Justement, je vous parlais d'Emily Henry. J'avais même pas regardé ce que c'était le prochain. Ok, on va regarder les autres et après je vais déterminer, je pense, une liste un petit peu. Je sais que j'en ai mis, pourquoi j'en vois aucune? Ne m'oublie jamais, un autre Abby Jiménez, mais lui il m'a brisé le cœur. The Pairing, celui-là j'ai tellement aimé. Il m'a juste fait tellement du bien ce livre-là, donc c'est une romance Second Chance. Et les deux personnes se sont séparés puis se retrouvent pour un voyage qu'ils avaient réservé et qu'ils n'ont pas voulu annuler dans différents pays d'Europe. Et alors c'est très... Il y a beaucoup de tensions sexuelles entre les deux, honnêtement. Et il y a aussi beaucoup de bouffe, et j'avais bien aimé ce côté-là. Always Only You, lui aussi, il m'a pris le cœur, il l'a arraché, il en a fait des confettis, et je veux le relire. Je suis en train, vous voyez, de séparer en deux petits tas, là, pour le moment, quand même. Hein. Business or Pleasure. Ouh! Mais je veux le garder pour une autre catégorie que j'ai en tête, celui-là. Je vous en parle juste après. Three Swedish Mountain. Celui-là aussi, il m'a tellement fait kiffer. Donc un rêve inversé, une femme avec 3 gars, et ça se passe en Suède, dans un espèce de chalet en hiver, dans la neige. C'était trop bien. J'ai trop aimé. Ça, c'est des romans, je pense, qui m'ont beaucoup plus donné comme un plaisir intense à la lecture. Les autres, c'est des romans qui m'ont plus genre... Oh, it hurts, but I love it. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'essaye vraiment de vous jouer ma vie à travers ça. Get a Life, Chloe Brown. Est-ce que... Lui, il fait un peu les deux. Mais j'ai plus eu des moments... Et je pense que lui, comme Always Only You, c'est des livres aussi qui parlent de maladies chroniques, ce qui résonnait pas mal avec moi. Spoiler alert, justement, je veux le garder pour plus tard, pour une autre catégorie. Il m'en manque un. Je l'ai pas mis là, parce que c'est une de mes lectures de cette année, je l'ai oublié aussi. Je l'ajoute. J'ai ajouté Everything for You parce que... j'ai tellement aimé ma petite fanfiction de Ted Lasso. Avec Roy Kent, pas avec Ted Lasso, mais de la série, je veux dire. Ok, maintenant on a 2 sous-catégories un peu de romance, on va dire, et je vais les appeler... C'est un peu long, mais... Romance... Where I felt... Mais ça, tu veux venir? Ok. Je pense pas que vous l'avez vue, mais elle est là. Donc, Romances Where I Felt All the Feels. Donc, les romances qui m'ont fait passer par toutes les émotions. Je mets vraiment le titre dans la langue qui me paraît la plus naturelle. Et du coup, on va avoir 2 sous-catégories dans cette thématique romance-là. On va mettre celle où j'étais comme et celle où j'étais comme mais maintenant, il faut mettre ça en mots. Ok, je vais réutiliser une expression qu'on voit beaucoup dans les reels et tout ça. Giggling and kicking my feet. Donc tu glousses un peu et tu... Comment je peux le traduire? Genre, tu sais, tu bats des jambes. Parce que t'es trop excitée. Voilà. Ma traduction très approximative. Et eux, c'est plus ceux qui m'ont brisé le cœur. So, broke my
Heart a Bit. Voilà. Les deux types de romances que j'aime. Faut que je ressente les choses intensément. Maintenant, en parlant de ressentir les choses intensément, ouh, Bride. Est-ce que je le mets dans les romances ou est-ce qu'il y aurait une autre catégorie dans laquelle ça irait ça? Ah, c'est dur parce que il y a des tropes que j'aime beaucoup dans Bride, dans les romances, qui est, bon, le petit côté enemies to lovers, oui, mais surtout le mariage arrangé, et en particulier pour des raisons politiques. Et je vous dis ça parce que j'en ai un autre qui est exactement ça, mais pas du tout dans le même contexte, qui est Winter's Orbit. Donc là, on est sur de la science-fiction, une romance un peu space opera que j'ai adoré. Et ça me ferait bizarre de les mettre avec les romances contemporaines d'avant parce que là on est vraiment avec d'autres enjeux du fait qu'on est soit de la fantasy, soit de la science-fiction. En même temps, est-ce que je peux faire une catégorie avec seulement 2 livres dedans? Ok, on va faire une 3e sous-catégorie dans romance. Sorry. Oh, ma nénouille, tu ronronnes tellement. Et on va l'appeler mariage politique, peut-être. J'ai l'impression que ça représente pas énormément, parce qu'il y a aussi beaucoup de tension quand même. Genre, ils se méfient beaucoup l'un de l'autre au début. Enemies at the altar. Donc, ennemis au... Comment c'est? À l'hôtel. On va faire ça. Désolée, c'est un petit peu serré, mais au final, je me suis dit, eux aussi m'ont fait vraiment ressentir beaucoup de choses. On va laisser toutes les romances ensemble. C'est bien, c'est bien. Ok, bon, il y a d'autres romances, mais ça va aller vraiment dans une autre catégorie parce que c'est pas que de la romance. Donc, Le baiser amer des étoiles de Roshani Chokshi, qui est un des livres que j'ai vraiment préféré aussi quand je me suis mise sur Bookstagram. Il faudrait que je le relise, mais quand même, j'en garde un souvenir incroyable. Qui est... Ah, ça pourrait être une trope que je sais que j'aime beaucoup, mais je ne peux pas la mettre parce que c'est beaucoup trop spoilant. Ça spoil vraiment un gros plot twist du livre. C'est une réécriture Hadès et Perséphone et je pense que j'en ai d'autres. Mais est-ce que j'en ai assez pour faire une catégorie? On revient toujours à ça, hein. Ça pourrait être une catégorie conte peut-être plus générale, on va dire. Parce que je pourrais y mettre Akottar. Donc on est pas mal dans la romantaisie réécriture de contes là aussi. L'or Olympus. Une autre réécriture Hadès et Perséphone, que j'aime tellement, qui m'a aussi brisé le cœur de multiples fois. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouh, The River Has Roots. J'ai oublié de le mettre là, lui. The Dark Side of Fairies. Oui, il y a une histoire d'amour quand même aussi dedans, mais on va le mettre là. Je l'avais oublié. Je reviens à mes romantaisies. L'ours et le rossignol, bien sûr. Même si c'est beaucoup plus qu'une romance et c'est juste un des aspects de l'histoire. On s'entend. Et là, j'ai l'impression que j'ai vraiment un côté amour immortel. En fait, les 3 sur les 4, c'est même un dieu qui est amoureux. Et dans Akottar, c'est un fae quand même immortel aussi. Donc, ça pourrait être ça, mais j'aimerais bien aller plus dans l'angle conte de fées aussi quand même. Enfin, conte, légende, mythologique. Parce que j'aurais d'autres livres à mettre dans ce côté-là, qui du coup ne sont pas des romances, mais j'aurais Thorn Edge, qui était une réécriture de Réponse. J'aurais de T. Kingfisher aussi, Nettle and Bone. Je sais pas si c'était une réécriture d'un conte de fées en particulier, mais plus de différentes ficelles, on va dire, de contes de fées. Et Starling House de Alexis Harrow, qui a un côté Alice au Pays des Merveilles version dark, encore plus dark que l'original. Et en fait, ces 3-là sont assez sombres. Donc on dirait que j'ai les contes de fées, mais j'ai un côté romance et j'ai un côté sombre. Donc on va faire 2 sous-catégories là aussi. Il était une fois. Mais autrement. Et donc on va avoir une sous-catégorie, comme je vous disais, amour immortel, pour parler des dieux ou de personnages un peu divins, et une catégorie conte After Dark. Donc After Dark, c'est une fois que la nuit est tombée, donc les histoires un peu plus sombres. Ouh, j'aime ça, j'aime ça. Nevermore. Là, on est sur une école magique. Je pense que c'est ça qui m'a le plus
plus dans Nevermore et en principe c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai d'autres écoles magiques mais je pense que les autres sont un petit peu plus sombres. Par exemple j'ai The Atlas 6 où à la fin de l'année ils seront plus que 5 normalement. Et là on est vraiment sur du Dark Academia et Olivia Blake encore une fois qu'on retrouve, que j'ai adoré. J'ai, où est-ce qu'il est, Scholomance de Naomi Novik aussi, très très fan. Une école qui veut te tuer en fait, pas mal, dans ce livre-là. Ça pourrait peut-être être une sous-catégorie, genre une école mortelle ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Fourth Wing. Pour le coup, là oui, il y en a, ils meurent même avant de me poser les pieds à l'école. Et est-ce que j'en ai d'autres? Babel. Bien entendu. Donc là, on est aussi un peu Dark Academia, mais le côté magique est plus léger quand même. Okay, j'ai 4 écoles de magie qui veulent vraiment te... Nevermore, peut-être un peu moins. C'est dangereux quand même, mais moins. Est-ce que je fais encore des sous-catégories ou vous trouvez que c'est trop? Parce que je mettrais bien école de magie qui veulent te tuer versus école de magie où tu voudrais aller. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, je vais me faire plaisir. Qui font rêver. J'ai l'impression que j'en ai d'autres dans cette catégorie un peu qui font rêver, mais j'ai pas été capable de les ressortir. Peut-être dans les graphiques, je sais plus. The Will of the Many. Oh, j'ai adoré, et encore plus la suite, The Strength of the Few. Et ce que j'aime, c'est que c'est des univers fantasy, celui-là, et je pense les autres que je vais mettre avec, où la magie, le système de magie est très codifié et presque scientifique. Et j'y pensais parce que c'est quelque chose que Sanderson fait aussi, et notamment pour essayer de répartir un petit peu les Sanderson. Je vous parle ici de l'âme de l'empereur, en particulier, qui a aussi ce côté vraiment, voilà, magie très expliquée. Et je pense que j'en ai d'autres. Et c'est quelque chose que j'aime dans la fantasy, en fait, aussi, beaucoup. Je suis obligée de le mettre là en vrai. J'ai pas le choix. Même si je vous ai dit juste avant que je voulais les répartir, mais Mistborn, c'est le premier livre que j'ai lu où je trouvais que la fantasy était scientifiquement expliquée. Et j'ai adoré ça. Et ça me fait penser par contre à un autre que j'ai lu beaucoup plus récemment et dont je vous ai déjà parlé aussi, qui est là. The Sword of Kagan. Et il m'a même fallu un petit peu de temps pour comprendre tellement c'était complexe. Comment fonctionnaient les différentes entités magiques, les différents pouvoirs et tout. Mais maintenant que j'ai compris, enfin une fois que j'ai eu compris, j'étais à fond dedans. Et donc là on va dire... La magie est une science, parce que c'est vraiment ça qui fait la force de ces récits pour moi. Pas que, mais une grande partie. Et c'est vraiment une chose que j'adore retrouver de façon globale chez Brandon Sanderson, dans tous ses livres, honnêtement. Ouh, tenir une auberge magique. Il aurait pu aller dans aventure, nature et liens forts, celui-là, mais il y a quelque chose que j'adore dans les livres qu'il avait, c'est quand il y a une maison magique. Une maison un peu avec une conscience, avec des pouvoirs, qui peut prendre des décisions en quelque sorte. Et c'était le cas aussi dans L'Oracle de l'Oiseau Noir de Deborah Harkness. C'était déjà le cas avec sa première trilogie, mais je l'ai encore plus aimé dans ce livre-là. Les maisons magiques, c'est mon rêve. C'est mon rêve absolu. Et j'en ai lu un autre récemment, cette année aussi, que je mettrai dans cette catégorie, si je l'ai pas oublié encore. L'île au jardin enchanté. C'est techniquement des serres et pas la maison, mais je trouve que ça compte quand même. C'était hyper doudou, ça aussi, comme lecture, et ça aurait pu aussi peut-être aller dans aventure, nature et liens forts. Peut-être que dans le futur, je regrouperai, mais non, je vois pas comment je pourrais regrouper. On va mettre maison magique. Hop là. Techniquement, les écoles de magie sont des maisons magiques aussi. Mais toutes les maisons magiques ne sont pas des écoles. On continue. Ouh là là. Là, on va s'attaquer au Cozy Mystery ou au Murder Mystery, et je pense que il va y avoir du stock parce que déjà j'adore ce genre en général, le lire ça m'amuse beaucoup, mais je pense que j'ai des sous-catégories très spécifiques là-dedans. Donc Murder Takes a Vacation, c'est une femme à la retraite qui part pour la première fois des États-Unis, qui va en Europe, seule, elle est à la retraite et tout, son mari est décédé, et il va lui arriver de ces choses. 12 Ways to Kill Your Family at Christmas, donc 12 façons de tuer votre famille pour Noël. Tout est dans le titre. Et j'ai vraiment aimé la résolution, on va dire, de l'histoire. How to Kill a Guy in 10 Dates. Je sais pas s'il va à 100% dans cette
catégorie, mais parce qu'il y a tout le côté horreur et rom-com, mais je vais le mettre là pour l'instant. J'ai Le Chalet des Disparus. Je pense que j'en ai pas mal qui se passent en hiver ou à Noël aussi, d'ailleurs, quand je vois ça. Le Murder Club du jeudi, dont je vous ai parlé déjà à plusieurs reprises, donc les 4 retraités dans une petite ville d'Angleterre, enfin un village de retraités qui se retrouvent toujours à résoudre de ces meurtres. Mais c'est leur personnalité et leurs liens qui font la force de ces livres, et je pense que c'est vraiment ma série Murder Mystery préférée en ce moment. Tout le monde dans ma famille, enfin tous les membres de ma famille ont déjà tué quelqu'un. Celui-là aussi, je vous en ai parlé, et je continue la série quand même pas mal, même si plus ça va, moins je suis fan. Et techniquement, il se passe en hiver et dans un chalet, celui-là aussi. Ça en fait 3 en hiver quand même. Et 4 si on compte The Most Wonderful Crime of the Year, qui se passe aussi à Noël en plus. Je pense que Noël, c'est avec toutes les histoires familiales et tout, c'est vraiment propice meurtre. Personne n'était censé mourir pendant ses vacances. Ça aussi, c'est une série que j'aime beaucoup. Et je pense que ça fait mes 2 sous-catégories, je vais vérifier. Oh, j'avais oublié les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Non, lui, je le change. Il va aller dans le narrateur, raconte sa propre histoire, parce que lui aussi, la narration est très particulière. Vraiment très spéciale. Je sais pas, en fait. C'est vraiment une catégorie qui est devenue un petit peu fourre-tout. C'est pas grave. On va mettre ça comme ça. Dites-moi si vous le mettriez plus dans la catégorie Who Done It. C'est ce que je préfère. On va mettre Who Done It en roue libre, parce qu'il y en a qui sont vraiment un peu spéciaux et complètement irréalistes, mais je peux l'accepter pour ce type de livre-là. Et en fait, j'ai une sous-catégorie du coup que j'ai démarquée, c'est ça se passe pendant les vacances. Parce que c'est le cas de tous ces livres, vacances de Noël, vacances en famille, autres. J'ai vraiment une prédisposition pour ça, on va dire. Donc, vacances avec cadavre. Ça fait un peu glauque, hein. Mais ouais, on va dire, voilà, une sous-sélection, j'aurais pu tout aussi bien mettre Noël, je pense, parce que j'en ai... Ou hiver, parce que j'en ai 4 qui se passent en hiver, mais voilà. Ouh! Business or pleasure, je vous avais teasé un petit peu ça tout à l'heure. Il y a quelque chose que j'adore dans les romances, en fait. Oh, mais on a déjà assez de romances dans les romances. C'est pas grave, je vais le mettre ailleurs, parce qu'en fait, je pense que ça dépasse la romance. Je vais y mettre aussi Les Sirènes de Malibu. Et en fait, c'est les livres où on est dans l'univers de la célébrité, que ce soit les films, ou les livres, ou le sport même, parce que j'aurais pu mettre Carrie Soto là-dedans. Mais Business or Pleasure, on a donc une ghostwriter, donc une personne qui écrit des livres pour d'autres, souvent des stars et tout. Livres sur les livres, ça pourrait aller aussi. Et l'autre, c'est un acteur d'une série très inspiré Teen Wolf. Et donc, t'as un peu tous les enjeux qui viennent avec la célébrité dans la romance. Malibu Rising, pareil, on suit une famille extrêmement célèbre. La famille Riva, je pense. J'en ai d'autres. J'ai spoiler alerte. Voilà, pourquoi je voulais pas le mettre en romance. Où on est dans le même cas, le personnage masculin principal et un acteur de série. Et en fait, j'aime trop l'aspect fandom aussi qui vient avec ça, l'aspect fake dating souvent qu'on va retrouver avec ce type de romance. J'adore. Et puis j'aime lire sur ce milieu-là aussi, sur soit l'envers du décor, soit le côté glamour et paillettes et tout. Oui, ça fait un peu envie, je l'avoue. J'aime ça. Cette catégorie-là, on va l'appeler célébrité et fandom. Vous voyez ce que je veux dire. On approche de la fin. Requiem pour les fantômes de Catherine Arden. Oh, qu'est-ce que je l'ai aimé, celui-là. Rien ne m'y préparait. Je vous en ai aussi déjà parlé en vlog et dans mon top de 2024. Je pense que je vous listerai pas mal de vidéos en barre d'infos de mes tops et de vlogs où j'ai parlé de ces livres-là parce que ce n'est que des livres que je vous recommande du coup. Et celui-là, il y a tellement d'aspects que j'ai aimé dans ce livre-là. Je vais regarder ce qui me reste et voir s'il y a quelque chose qui ressort. Ouh, la balade funèbre de Art and Mercy. Je sens un truc en rapport avec la mort. C'est très bizarre peut-être dit comme ça, mais c'est clairement une thématique dans Requiem pour les fantômes, vu qu'on est dans la Première Guerre mondiale, que le personnage principal de Laura cherche désespérément son frère soldat qui est porté disparu / déclaré mort. Et la balade funèbre de Art and Mercy, on a aussi quand même pas mal de discussions autour de la mort, vu que Mercy s'occupe d'une pompe funèbre. Elle est thanatopraxienne,
praticienne. Ça. Est-ce que j'en ai d'autres autour de la mort qui ne soient pas des murder mystery ou des cozy mystery, parce que là c'est un petit peu trop évident. Promise Me Sunshine, c'est une romance, certes, mais c'est une romance qui parle de deuil et d'une jeune femme qui n'arrive pas à se remettre de la perte de sa meilleure amie, qui était vraiment pour elle son âme sœur. Et juste à côté, oh bah oui, Sous la porte qui chuchote, on parle quand même pas mal de morts dans ce livre-là, puisque le personnage principal meurt au début du livre, et essaye après de faire la paix avec l'existence qu'il a vécue. On a une faucheuse, on a des passeurs, vraiment 100% la mort. Mais c'est des morts comme douces un petit peu, genre il y a un côté un peu acceptation de la chose. Mémoire de la forêt? Mais oui. Parce que sous ces petits couverts de petits animaux qui vivent leur best life, on parle pas mal de la mort dans ces livres-là. Et du coup, ça m'inspire à dire presque la mort cosy, d'une certaine façon, mais c'est peut-être un peu fort. La mort, mais avec douceur, avec tendresse, tendre, mais tendre. C'est une catégorie vraiment intéressante, ça, je trouve. Je m'attendais pas à la voir, celle-là. Et... Ouh, A Marvelous Light. Oh oui, comment j'ai pu oublier ça? Autre chose que j'adore et dont je vous ai parlé plein de fois, c'est les enquêtes paranormales, surnaturelles, j'aime trop ça. A Marvelous Light, je sais plus si c'est le même titre en français ou pas, c'est à quelle époque? 20e siècle? Dans un univers où il y a de la magie, et c'est une romance MM entre un... Justement, je sais plus s'ils appellent sorcier, magicien, et un espèce d'agent de l'ordre, kind of, qui ont des personnalités extrêmement différentes, qui se retrouvent à devoir enquêter ensemble. C'était génial. Toute cette série est vraiment chouette. Et le côté enquête est quand même assez important. Est-ce que j'en ai d'autres? Ouh! J'en vois une autre que j'ai oubliée. C'est Curious Tides, en termes d'école de magie, qui veut quand même pas mal te tuer. On va l'ajouter. Alors je la mets là, mais comprenez que il va avec ceux du dessus. Ah, mais je l'avais oublié. Sans âme, le protectorat de l'ombrelle. Là aussi, on est sur des enquêtes paranormales, une série que j'ai lue il y a très longtemps, avec de la romance et des loups-garous. Angleterre, époque victorienne, en mode steampunk. Génial. Et je veux le relire. La 9e maison. On pourrait le mettre dans les enquêtes paranormales carrément. Ça aurait aussi pu aller dans narratrice non fiable. Hein. J'hésite entre les deux. J'ai quoi d'autre? Oh, Esther Parmentier. Là, on n'est pas du tout dans la même vibe, on est beaucoup plus sur quelque chose d'humoristique, mais on est toujours sur les enquêtes paranormales quand même. Crescent City, peut-être discutable, mais je vais le mettre là-dedans, parce que je l'ai vraiment lu comme une enquête paranormale aussi, genre plus vraiment urban fantasy avec une enquête. Je vais le mettre là, et Ivy Wild, là aussi on est beaucoup plus sur un côté léger et humoristique. Il y a vraiment des vibes différentes dans tout ça. On est pas mal là. J'hésite quand même pour la 9e maison. Elle irait super bien en narratrice non fiable. Je pense que je vais la changer. Mais ça, c'est ça. Il y a quand même des livres qui s'entrecroisent dans plusieurs catégories, quoi. Mais c'est normal. Ok. Est-ce que j'en ai d'autres? Il me semble que j'en oublie une. Oui, The Tainted Cup. Donc qui n'est malheureusement pas traduit, mais j'espère vraiment que ce sera le cas. Il y a d'autres livres de l'auteur qui le sont. Et là aussi, on est sur des enquêtes, mais c'est très clair, c'est très inspiré Sherlock Holmes et Watson. Et on est dans un univers fantasy, donc la différence avec la plupart d'entre eux où on est dans le nôtre, sauf Crescent City. Là, on est dans un autre univers où il y a des léviathans, et la magie est assez particulière aussi, mais c'est hyper fascinant. Vraiment, j'adore. J'ai lu le 2e tome, et là aussi, j'ai réservé le 3e à la bibliothèque. Il sort fin août. Ça va être parfait pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je me projette. Est-ce qu'il reste autre chose, ou est-ce qu'on a tout fait maintenant? Ok, j'en ai 2 que je n'ai pas mis, et vraiment, je sais pas si je vais réussir à les mettre. J'ai Cult-ish, qui est une non-fiction qui parle des phénomènes de culte un petit peu, genre ou culte adjacent. J'avais beaucoup aimé, mais dans quoi je vais le mettre? Je sais pas si je peux le mettre dans le journal d'une scientifique, parce que ça pourrait s'appliquer à beaucoup de non-fiction, mais je pense que je vais le mettre là parce que je vois pas le mettre d'autre. Dites-moi si vous voyez où vous l'auriez mis, vous, ce livre-là. Mais vu que l'autrice est une experte dans ce domaine et que c'est de ça qu'elle discute dans le livre, je me dis que ça va bien. Ça me fait penser à un autre livre que j'ai pas mis, mais que je vais ajouter live avec vous aussi,
si je me souviens du titre. Aïe! Oh purée, je sais pas si vous avez entendu, il y a mon bras qui a craqué, aïe aïe aïe. Il s'agit du livre Shit Actually de Lindy West. J'y ai repensé en parlant de non-fiction, mais en fait c'en est un où l'autrice va parler de tous ces films qui l'ont marqué d'une façon extrêmement humoristique. Donc lui, je le mets dans célébrité et fandom, vu qu'on parle de films et du milieu du cinéma, ça va très bien là-dedans. Et le dernier qui me pose problème, La 7e sorcière de Sherry DeMalin, qui est l'histoire de plusieurs femmes qui vont se regrouper et former un coven. Et ce qui était original, c'est que le livre se termine au moment où toutes se retrouvent. On les voit pas combattre le mal, on les voit pas faire, on les voit juste se retrouver. Et en lisant d'autres livres de l'autrice, j'ai compris qu'elle aimait bien faire ce genre de fin très ouverte. Je pense que je vais mettre dans Female Rage, parce que il y a quand même un côté très injustice envers les femmes qui est dénoncé dans le livre, et elles vont se battre contre ça. Donc même si on est moins dans la rage brûlante, il y a un côté revanche un petit peu. Je vais le justifier comme ça, mais voilà. On se finit ça avec 19 catégories, et ça fait trop du bien d'avoir classé mes lectures favorites, et de me dire maintenant je sais, et je vais pouvoir suivre mes prochains livres favoris qui rentrent dans ces catégories, est-ce que j'en crée une nouvelle? Tellement de possibilités. Maintenant j'aimerais beaucoup savoir en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ces catégories. Vous, est-ce que vous avez identifié des catégories de lecture comme ça? Est-ce que vous auriez placé les livres différemment? Est-ce que connaissant mes goûts, vous auriez d'autres suggestions? Plein de questions pour vous, parce que je trouve que c'est vraiment une thématique fascinante. Je me suis régalée de faire l'exercice en tout cas, même si c'était un petit peu long. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, on va y aller avec le mot fandom. Comme ça vous donne une occasion de me dire quel est votre fandom préféré. Et merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais vous voulez encore plus de contenu, participer aux lectures communes que j'organise et pouvoir discuter dans un Discord dédié à la lecture et à la créativité, vous pouvez rejoindre les Capaces, le lien est dans la description. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.